Il y a quelques jours, les jeunesses libertaires ont organisé un colloque à l'université de Bruxelles sur l'anarchisme. On m'avait demandé de parler de l'anarchisme dans les révolutions russes et espagnoles, donc vaste sujet. Et comme il y a eu un petit problème, enfin quelques petits problèmes techniques lors de ce colloque, j'ai souhaité réenregistrer cette conférence. Donc mon sujet porte sur l'anarchisme dans les révolutions russes et espagnoles. Alors mon objectif est le suivant, c'est d'essayer de recadrer le contexte de ces deux révolutions, d'expliquer dans un deuxième temps les objectifs qui étaient menés par les différents acteurs de ces deux révolutions, voir également leur réalisation, voir si c'était des échecs ou des réussites, partielles ou totales. Et enfin, dans ma conclusion, il s'agira de dresser un tableau où je compare donc les résultats de ces deux révolutions en essayant de mesurer chaque fois ce qui a marché et ce qui n'a pas marché, mais dans un tableau comparatif cette fois. Enfin, en conclusion, oui, je présenterai quelques ouvrages comme je le fais d'habitude. Nous allons donc commencer par la révolution russe. Alors, comment faire, sinon, me semble-t-il, que de lire quelques documents, en tout cas deux documents, qui me semblent assez significatifs. Le premier document est tiré d'un recueil d'articles écrits par Staline sur anarchisme ou socialisme. Il s'agit évidemment ici d'une traduction française d'un texte qui a été rédigé initialement en géorgien, puis traduit en russe, et la rédaction s'étend entre le mois de juin 1906 et d'autre part le mois d'avril 1907. Donc c'est un recueil d'articles sur ce sujet-là. La date n'est pas quelconque, puisque ces articles succèdent de quelques mois à la fameuse révolution russe, que certains ont appelée révolution manquée, de 1905. Je commence donc par ce texte de Staline. Petit extrait. La pierre angulaire de l'anarchisme est l'individu, dont l'affranchissement est, selon lui, la condition principale de l'affranchissement de la masse de la collectivité. Selon l'anarchisme, l'affranchissement de la masse est impossible tant que l'individu ne sera pas affranchi, d'où son mot d'ordre, tout pour l'individu. Tandis que la pierre angulaire du marxisme, c'est la masse, dont l'affranchissement est, selon lui, la condition principale de l'affranchissement de l'individu. C'est-à-dire que, selon le marxisme, l'individu ne peut être affranchi tant que la masse ne le sera pas, d'où son mot d'ordre, tout pour la masse. Et il termine son introduction. Nous tâcherons de démontrer que les anarchistes, pour autant qu'ils nient la dictature du prolétariat, ne sont pas non plus des révolutionnaires authentiques. Ça, c'est le point de vue donc de Staline, et pas à n'importe quelle époque, puisque c'est au lendemain de cette première révolution manquée de 1905. Donc, je crois que la date est importante, donc il ne s'agit pas du Staline qui règne, je dirais, en maître absolu en URSS entre 1928 et 1953. Second texte, c'est un texte tiré des œuvres de Kropotkin, publié dans la petite collection Maspero. Il s'agit en fait d'une lettre écrite
par le célèbre anarchiste russe Pierre Kropotkin, qui écrit à Lénine, le chef de la révolution bolchevique, le 4 mars 1920. Voilà donc ce qu'écrit Piotr Kropotkin. Et il écrit depuis Dmitrov, c'est-à-dire depuis le lieu où il s'est retiré pendant la révolution russe. Cher Vladimir Ilitch, donc il s'adresse bien sûr à Lénine. Une chose est certaine, même si la dictature du parti, bolchevique sous-entendu, était un moyen efficace pour abattre le système capitaliste, ce dont je doute énormément, elle est un obstacle profond à l'établissement du socialisme. Il est indispensable que cette construction se fasse localement avec les forces existantes sur place, ce qui n'a lieu nulle part. Prenez par exemple la répartition du bois de chauffage ou, le printemps dernier, la préparation des semailles. Sans participation des forces locales, sans construction par en bas, par les paysans et les ouvriers eux-mêmes, l'édification d'une nouvelle vie est impossible. C'est précisément par cette construction par le bas que les soviets auraient dû commencer. Mais la Russie n'est pas une république soviétique, n'est une république soviétique que de nom. Maintenant, en Russie, ce ne sont pas les soviets qui dirigent, c'est-à-dire les conseils d'ouvriers ou conseils de paysans, mais les comités du parti. Et leur effort souffre des insuffisances du système bureaucratique. Pour sortir de la pagaille actuelle, la Russie doit s'appliquer à laisser agir les forces locales qui, j'en suis convaincu, peuvent devenir le facteur de l'édification de la nouvelle vie. Et plus cette inéluctabilité sera vite comprise, mieux cela vaudra. Et ainsi les gens accepteront d'autant plus facilement les formes sociales de vie. Donc, deuxième extrait donc d'un communiste libertaire qui succède donc au texte d'un léniniste à l'époque qui est Joseph Staline. Et enfin, un tout dernier extrait que je tire du volume 3 de l'an 1 de la Révolution russe de Victor Serge aux petites éditions Maspero, qui est passé du communisme à l'anarchisme, justement. Alors, c'est un texte qui date du début de la Révolution. Pendant la première nuit d'alarme, 24 ou 25 octobre, donc il parle ici de la fameuse Révolution d'octobre, les anarchistes, presque seuls à être complètement prêts, vinrent, par une curieuse ironie des circonstances, occuper, afin de le défendre éventuellement, le local de la Pravda, dont le marxisme intransigeant leur est plutôt hostile. Qu'est-ce à dire sinon que, devant l'ennemi commun, la grande famille révolutionnaire, où il est tant de frères ennemis, est une. Sinon que dans les instants les plus graves, l'instinct de la classe l'emporte sur les déviations idéologiques et l'esprit de secte. En ces heures de lutte, les divergences de vues les plus capitales deviennent secondaires. Il s'agit de la vie même de la première société socialiste. Je crois que ces textes sont assez édifiants, assez significatifs de l'état d'esprit entre 1906 et 1920, d'une part des communistes de type léniniste et d'autre part des anarchistes de tendance Kropotkin, puisque vous savez que l'anarchisme a deux figures de proue qui sont d'une part Mikhail Bakounine, qui s'est affronté avec Karl Marx lors de la Première Internationale, et d'autre
par Piotr, je crois que c'est Ivanovitch, mais enfin peu importe, Kropotkin. Voilà. Maintenant, voyons un petit peu les faits dans leurs détails. Pour la révolution russe, ou plutôt la place de l'anarchisme dans la révolution russe, je vais successivement voir quel a été le rôle des masses, ensuite le rôle des bolcheviks, et enfin le rôle des anarchistes. En Russie d'abord, en Ukraine ensuite, avant d'aborder le cas plus spécifique de Kronstadt, qui est donc ce port de marins, port de guerre qui se trouve dans le golfe de Finlande. Je commence donc par les masses. Ça peut paraître un petit peu curieux, parce que les manuels d'histoire ne mettent pas ça en avant du tout. Mais la révolution russe est avant tout une révolution qui vient d'en bas. C'est une révolution qui est une révolution spontanée, qui vient des masses, principalement urbaines, et cette révolution a pour autre caractéristique que, dans le cadre des usines, principalement pour les campagnes, ce n'est pas tout à fait le cas, mais en tout cas, dans le cadre des usines, des soviets, c'est-à-dire des conseils d'ouvriers se mettent en place, où tout est décidé par la base, et où les décisions remontent vers le sommet qui n'a d'autre fonction que d'appliquer ce qui a été décidé par la base. Et ça, c'est tout à fait original. Le phénomène s'était déjà produit en 1905 à Petrograd. Donc, à l'époque, Saint-Pétersbourg. Maintenant, la position des bolcheviks. Les bolcheviks, eux, constituent un parti de type autoritaire, et Lénine, dans un premier temps, pendant la Révolution, et en particulier pendant l'été 1917, Lénine donc laisse s'exprimer les masses, laisse cette révolution populaire dont je viens de vous parler s'exprimer, et il va attendre, parce que c'est la prise de pouvoir qui l'intéresse, il va attendre de se trouver dans un rapport de force tel que les bolcheviks puissent s'emparer de tous les leviers de commande lorsque les temps seront mûrs. Nous passons maintenant aux anarchistes. Alors, les anarchistes avaient joué en 1905 un rôle, mais pas très important. Et en 1917, la situation est la suivante. En Russie, il y a quelques groupes anarchistes, peu nombreux. Il y en a deux en particulier qui méritent d'être cités. C'est le groupe Golos Truda à Moscou, qui va être éliminé au printemps 1918. Il y a un deuxième groupe, ou plutôt une fédération de groupes, c'est la fédération des groupes anarchistes donc, de Russie, également éliminé en avril 1918. Et alors à côté de ça, vous avez, alors pour l'Ukraine, la Confédération des associations anarchistes d'Ukraine, qui ont comme leader Volyn, et qui comprend cette fédération, donc cette confédération, quelques milliers de membres. Mais ça représente peu de choses, en fait. Enfin, il y a ce mouvement qui va se développer en Ukraine dès l'été 1917, c'est le mouvement que l'on appelle celui de la Makhnovtchina, c'est-à-dire de l'aventure, de l'épopée de Makhnov, qui est ce leader révolutionnaire qui va soulever les campagnes
et plus particulièrement les campagnes du sud de l'Ukraine. Il faut voir un petit peu quel est le rapport de force. Au mois de juin 1917, lorsque les bolcheviks n'ont pas encore pris le pouvoir, lors du premier congrès pan-russe, les députés, les délégués bolcheviques ne représentent que 1/8 de l'ensemble des délégués. Donc ça fait quelque chose comme un peu plus de 12-13%, me semble-t-il. Au mois d'octobre, c'est-à-dire au moment de la Révolution, juste au moment où la Révolution débute, le 25 octobre 1917, il représente, à ce moment-là, c'est le second congrès pan-russe, il représente la moitié des délégués. Un petit peu plus que la moitié, ce qui leur donne donc la majorité, et donc leur permet de décider. Et lorsque l'on voit les chiffres lors du 6e congrès pan-russe au mois de novembre 1918, là, les chiffres sont tout à fait différents, puisque pratiquement, il y a 98% de délégués bolcheviques. Donc, le rapport de force a complètement changé, et c'est à ce moment-là, évidemment, que Lénine n'a plus besoin des soviets comme instrument de sa prise de pouvoir, véritablement, et que c'est le parti bolchevique, le parti communiste, donc, qui peut donc se substituer à lui, ce qu'il attendait depuis longtemps. Donc, lorsque Kropotkin, quand il écrit à Lénine, donc en 1920, dit que cette république soviétique n'est soviétique que de nom, il a tout à fait raison. Il y a eu, en fait, une malhonnêteté intellectuelle, politiquement voulue, bien entendu, à ce que pendant près de plus de 70 ans, on parle de l'Union des républiques socialistes soviétiques. Il ne s'agissait pas de république socialiste soviétique, puisque je vous ai dit, les soviets ont pour méthode, pour principe, pour démarche, d'être des conseils ouvriers ou de paysans, à la base, qui décident souverainement et qui font remonter vers le sommet leurs décisions. Alors que dans le système dit soviétique tel qu'il va s'imposer, c'est tout le contraire qui se passe, c'est le parti qui décide au sommet et qui fait redescendre vers la base les décisions, dans le cadre d'une centralisation de type jacobin. D'ailleurs, Lénine avait bien retenu les leçons de la révolution dite bourgeoise de 1792-1794, lorsque des gens comme Robespierre, Danton se disputaient le pouvoir. Alors, comment s'est passée cette révolution makhnoviste en Ukraine? Sur le plan économique, dès l'été ou le mois de septembre 1917, des villages, des communautés rurales autogérées se mettent en place. Elles comprennent en général entre 150 et 200 habitants. Ces communautés sont donc autogérées. Autrement dit, les décisions sont prises par les paysans eux-mêmes qui vont prendre leur destin en main. Il ne faut pas exagérer ou idéaliser, comme on le voit souvent dans l'historiographie de type anarchiste, ce qui s'est passé, ou en tout cas exagérer l'originalité de cette forme d'autogestion. En fait, les paysans ukrainiens, qui étaient en très grande majorité des analphabètes, n'avaient pas de conscience sociale, de conscience de classe,
Et en fait, il voulait essentiellement devenir propriétaire de terres qui appartenaient à des grands propriétaires fonciers. L'insurrection est un mode d'expression de contestation sociale qui existe depuis bien longtemps en Ukraine, depuis le XVIIe siècle, sous le slogan « Terre et liberté » qui va être repris pendant la Révolution espagnole, donc en 1936, lorsque les paysans vont là aussi s'approprier les terres des grands propriétaires fonciers. Dans le cadre de l'autogestion, en traduisant bien entendu les termes ukrainiens ou russes en Tierra y Libertad. Ce terme a d'ailleurs été repris dans le beau film de Ken Loach, que vous avez peut-être vu, et qui s'intitule Land and Freedom. Sur le plan politique, maintenant, de l'organisation politique, Makhno et les anarchistes ukrainiens sont contre toute forme d'autorité, contre toute forme étatique. Par conséquent, c'est un système d'alliance, de fédération qui s'établit de la base vers, je ne dirais pas le sommet, mais en tout cas au niveau régional, entre ces différentes communautés qui se mettent en place. Il faut savoir qu'il n'y a eu que 3 ou 4 villages qui correspondent au modèle que nous pourrions avoir en tête d'un village véritablement collectivisé et autogéré. Je vous le répète donc, il ne faut pas idéaliser et s'imaginer une grande révolution de type anarchiste. Ce fut certainement une révolution anarchiste, à n'en point douter, mais on peut plutôt parler de proto-anarchisme. Ça n'a strictement rien à voir avec ce qui va se passer en Espagne une vingtaine d'années plus tard. Sur le plan militaire maintenant, très rapidement, Makhno et ses hommes, il aura à un moment donné jusqu'à 20 000 ou 30 000 hommes dans sa troupe, et au moment où, en 1918-19, où ce mouvement connaîtra son apogée, il faut compter que le mouvement makhnoviste contrôle à partir de Goulaï-Polé, qui est donc cette localité dans le sud de l'Ukraine, qui comprend 30 000 habitants. Donc ce mouvement va contrôler, entre guillemets, puisque ce sont des anarchistes en tout cas, un territoire sur lequel vivent 2 millions d'habitants et qui a un rayon de 200 km, à partir donc de Goulaï-Polé. Le mouvement makhnoviste va devoir se battre successivement contre les troupes d'occupation austro-allemandes jusqu'au mois de novembre 1918, c'est-à-dire jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale. Ensuite, ils vont devoir se battre contre, ou plutôt même parallèlement, contre l'Hetman ukrainien, qui n'était qu'une marionnette, un fantoche, si vous voulez, entre les mains des Austro-Hongrois, mais qui était chargé de cette police, en tant que de la police du territoire, en tant que collaborateur donc des germano-autrichiens. Ensuite, Makhno et ses troupes vont devoir se battre contre les Blancs, c'est-à-dire contre les troupes tsaristes qui n'acceptent pas la révolution des Rouges et qui, pendant plusieurs années, vont se battre contre les Rouges, justement, contre les bolcheviks. Donc,
Makhno va devoir se battre d'abord contre Dénikine et après la disparition de celui-ci contre le général Wrangel, le baron Wrangel. Enfin, et vous avez peut-être vu, ou en tout cas lu, le roman de Nicolas Gogol, Taras Bulba, mais il y a eu un film célèbre qui en a été tiré avec Yul Brynner et Tony Curtis. Ce moment au début du roman ou du film où les Cosaques Zaporogues se battent aux côtés des Polonais contre les Turcs, et puis qu'une fois les Turcs défaits, les Polonais tirent avec leurs canons sur les Cosaques Zaporogues. Eh bien, il s'est passé quelque chose de semblable en Ukraine en 1919-1920. Effectivement, Lénine va donner l'ordre en 1920 d'en finir avec cette révolution de type anarchiste qui, dans la propagande bolchevique, est définie comme une révolution de koulaks, c'est-à-dire de riches paysans, et une révolution petite bourgeoise. Et donc, quatrième et dernier ennemi, Makhno va devoir se battre, et là il va perdre, après de nombreux combats, très sanglants d'ailleurs, il va fuir finalement, il va se retrouver à Paris, où il va terminer sa vie, où Makhno donc est battu par les troupes de l'armée rouge, c'est-à-dire les troupes de Trotsky en fait, qui était commissaire du peuple à la défense, donc ministre de la défense si vous voulez. Alors, épisode suivant, et c'est presque simultané de la fin de la révolution makhnoviste, anarchiste, qui se termine pendant l'été 1921. En février 1921, les marins de Kronstadt. Kronstadt, c'est donc ce port dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui se trouve sur la Baltique, donc dans le golfe de Finlande. Et les marins de Kronstadt avaient joué un rôle vraiment majeur lors de la révolution de 1917. Ils avaient été un des fers de lance de la révolution de 1917. Et début 1921, après une première insurrection à Pétrograd d'ouvriers qui ne supportaient pas les conditions de travail inhumaines dans lesquelles ils devaient bosser, s'étaient révoltés, mais avaient été réprimés par le pouvoir bolchevique. Ils avaient été fusillés comme contre-révolutionnaires. Peu de temps après, à Pétrograd, donc l'actuel Saint-Pétersbourg, puisque ces villes ont changé plusieurs fois, enfin cette ville a changé plusieurs fois de nom, elle a été, à l'époque tsariste, elle s'appelait Saint-Pétersbourg, pendant la guerre, à l'époque tsariste, elle s'appelle Pétrograd, ensuite elle va s'appeler Léningrad, et puis lorsque le régime soviétique va s'effondrer à la fin de l'année 1991, donc il y a de ça, ça fait 25 ans maintenant, elle va reprendre son nom de Saint-Pétersbourg, à l'époque où c'est Boris Yeltsin qui préside aux destinées de la République de Russie. Et donc les marins de Kronstadt, dont beaucoup étaient des paysans d'ailleurs, c'était des marins, des soldats en fait, qui étaient sur la flotte de guerre de la Baltique, ces soldats, ennoissés de cette révolution bolchevique qui n'a pas tenu sa parole, qui ne répond pas à l'espoir qu'ils avaient mis dans la révolution en 1917 et proclament
non bolchevique tout au soviet. Ce qui est évidemment inacceptable pour le parti bolchevique, pour Lénine en particulier, et pour son ministre de la Défense, Léon Trotsky, dont je vous ai parlé déjà il y a quelques minutes. Et c'est ainsi que Kronstadt va connaître un massacre de tous ces révolutionnaires de type anarchiste qui voulaient retourner à la définition initiale et étymologique de cette république soviétique où le pouvoir appartenait au Conseil ouvrier et non pas à un parti qui décide tout du sommet. Voilà pour les événements. Nous allons maintenant passer à la Révolution espagnole et je vous ai dit que je ferai une comparaison à la fin de ma petite conférence ici. La Révolution espagnole. Eh bien, cette Révolution espagnole possède un certain nombre de points communs avec ce qui s'est passé en Russie et avec ce qui s'est passé en Ukraine. Toutefois, cette révolution diverge sur un certain nombre de points importants, d'autant plus que le contexte n'est pas du tout le même. L'Espagne, et en particulier le sud de l'Espagne, est un pays essentiellement rural, morcelé, où l'Église et l'armée exercent un pouvoir qui est tout à fait étouffant pour les masses, rurales en particulier, mais pas seulement, urbaines aussi. En 1870, lors de la première internationale, plutôt à la fin de la première internationale, une première section régionale de cette internationale est fondée à Barcelone. Un débat s'engage entre les différents délégués des sections ouvrières à ce moment-là, et ce sont les anarchistes, les libertaires, donc, qui l'emportent, mais de justesse, sur d'une part les réformistes, et d'autre part sur les autoritaires. Dans les années 1880, comment les choses évoluent? On peut dire que le mouvement anarchiste prend deux voies, suivant que l'on se trouve dans les campagnes ou dans les villes. Ce ne sont pas d'ailleurs les mêmes théoriciens qui influencent ces différents milieux, donc ruraux ou urbains. Dans les campagnes, c'est la voie tracée par Kropotkin, dont il a été question, en tout cas dont je vous ai lu un extrait d'une lettre à Lénine au début de cette petite conférence, et Malatesta, grand anarchiste italien, qui dominent par leurs idées. Donc Kropotkin, un russe, et Malatesta, un italien, qui portait bien son nom, puisque ça veut dire la mauvaise tête, hein, Malatesta. Alors, quelle est la position de ces deux théoriciens? Ou quelle avait été la position de ces deux théoriciens? Eh bien, c'est que ils mettaient en avant, ils promouvaient un communisme libertaire, où, dans les campagnes, donc justement, des petites communautés devaient s'autogérer, où donc les paysans prenaient en charge leur destin, en mettant en commun leurs moyens de production. Dans les villes, au contraire, c'est un autre mouvement qui prévaut, c'est celui qui a pour théoricien
non pas Kropotkin, mais Bakounine. Bakounine qui, lui, est antérieur à Kropotkin et à Malatesta, et qui défendait, ou plutôt les bakouniniens défendaient un anarchisme de type syndicaliste. Et cet anarchisme de type syndicaliste était basé sur la grève générale. Ces deux courants, donc bakouniniens et kropotkinien, si je puis dire, donc dans les villes et dans les campagnes, vont cohabiter dans les mouvements anarchistes des décennies qui vont suivre, et ces mouvements vont d'ailleurs se retrouver dans une cohabitation lorsque, à partir de 1910, la Confédération nationale du travail, donc la Confédération nationale del Trabajo, va être créée. En 1927, ce n'est plus un syndicat comme la Confédération nationale du travail qui est mise en place, mais c'est une aile, je dirais, politique de l'anarchisme qui est créée. En 1927, donc, est créée la Fédération nationale ibérique, donc la Fédération nationale ibérico. Ce qui veut dire que là, les tensions vont être beaucoup plus rudes. Et l'on peut dire qu'en 1936, en tout cas à la veille de la révolution anarchiste espagnole, le mouvement anarchiste est au bord de, pas l'implosion, certainement pas l'implosion, mais en tout cas au bord de la rupture entre ces deux tendances que j'ai évoquées il y a quelques minutes. En 1922, après avoir soutenu dès 1917 la révolution russe, les anarchistes décident de quitter la Troisième Internationale qui avait été créée par Lénine. Le parti communiste espagnol est créé à cette époque-là, d'ailleurs peu de temps avant, à la suite du départ d'un certain nombre d'anarchistes dissidents, justement, du mouvement anarchiste en Espagne. Et ceci va entraîner une haine féroce entre les anarchistes et les communistes. Nous avançons un petit peu dans le temps. Alors, que s'est-il passé en 1936 ? Après le premier coup d'État raté de Francisco Franco, qui, au départ du Maroc espagnol, avait lancé un putsch, les anarchistes, dans leur logique, dans une logique qui leur est tout à fait propre, décident de ne pas chercher à être au pouvoir et d'avoir un regard attentiste, si vous voulez, face au Front populaire qui résultait d'élections au mois de février, donc de la même année, 1936, Front populaire, donc le Frente Popular, qui est l'équivalent de ce que l'on connaîtra en mai-juin en France, le nom de Front populaire, justement, et en Espagne, ce Front populaire, ce Frente Popular, regroupe des communistes, enfin,
le Parti communiste espagnol, le PSOE, donc le Parti socialiste ouvrier espagnol, et enfin des républicains de gauche. Mais à partir du 19 juillet, les anarchistes, auxquels on fait les yeux doux, et qui en même temps souhaitent avoir un regard sur ce qui se passe au gouvernement, décident d'avoir une position pro-gouvernementaliste. En fait, c'est au mois de novembre 1936 qu'ils rallient le gouvernement. À partir de ce moment-là, on peut dire que c'est le début de la fin pour l'anarchisme en Espagne. Pourquoi? Parce que les masses urbaines et rurales ne se reconnaissent plus dans les dirigeants du mouvement anarchiste, et vous voyez déjà que le mot dirigeant et le mot anarchiste sont tout à fait antinomiques. Dirigeants anarchistes qui font partie d'un gouvernement où leurs préoccupations seront essentiellement d'ordre politique et militaire, parce qu'il s'agit de se battre au sein du Front républicain et avec l'aide des brigades internationales qui interviennent à partir de la fin du mois de juillet 1936, dans le cadre donc de cette lutte contre les franquistes, que moi j'appelle des fascistes. Enfin bon, il y a une discussion, certains considèrent que les franquistes n'étaient pas des fascistes, enfin bon, peu importe, mais en tout cas pour moi, il s'agit de fascistes, ne fût-ce que par le système, je dis bien ne fût-ce que, donc il y a d'autres éléments bien entendu, par le système corporatiste qui va être mis en place par le général Franco dès 1938. Qui interdit toute forme de lutte de classe, puisque les travailleurs appartiendront, comme c'est le cas en Italie, comme ça va être le cas, ou c'est plutôt déjà le cas à ce moment-là en Allemagne, appartiennent à des syndicats contrôlés par l'État, contrôlés par le parti franquiste, et qui fonctionnent de manière verticale, puisque l'on y trouve aussi bien les ouvriers que leurs cadres et leurs patrons. Même chose dans le secteur des services. Alors que dans un syndicat, les membres de ces associations professionnelles, depuis le XIXe siècle, sont organisés horizontalement, puisqu'ils défendent les intérêts d'une classe contre une autre classe. Alors, sur le plan économique maintenant, comment les choses ont-elles évolué? Eh bien, sur le plan économique, l'autogestion va être une véritable réussite, en tout cas pour la première année de la Révolution. Il y a un engouement, et qui se distingue très nettement de ce qui s'est passé en Russie ou en Ukraine d'ailleurs, une vingtaine d'années plus tôt. Pourquoi? Parce que, aussi bien dans les villes que dans les campagnes, l'autogestion est mise en place et devient un système économique et politique d'organisation des communautés. Tenez-vous bien, en Castille, il y a 300 communautés autogérées, en Aragon 450 et 800 dans la région de Valence. Ce sont des chiffres tout à fait considérables et qui dépassent très largement ce mouvement proto-anarchiste que nous avons vu tout à l'heure donc dans le cadre de la Makhnovtchina en Ukraine. À côté de ça,
dans les Asturies, et alors je ne vous parle même pas de l'Andalousie, parce que l'Andalousie, c'est une région donc dans le sud de l'Espagne, qui était constituée de grandes propriétés terriennes, et où la révolution anarchiste a pris très rapidement, mais on parle très souvent de l'anarchisme en Andalousie, on en parle moins dans les régions que je vous ai citées, donc la Castille, l'Aragon et la région de Valence. En revanche, on parle beaucoup des Asturies, où déjà en 1934, il y avait eu donc des mouvements de mineurs très importants, une grève générale qui avait été d'ailleurs écrasée par le même général Franco. Et en 1936, la Catalogne et les Asturies rentrent en plein dans le mouvement, sauf que ces régions, ce sont des régions essentiellement industrialisées, à l'inverse complètement d'Andalousie, qui est une région rurale. Et donc vous avez des comités autogérés et des usines autogérées qui se mettent en place donc en Catalogne et dans les Asturies. Ce système va fonctionner pendant quelques mois, mais très rapidement. Dès le mois d'avril 1937, les communistes qui ont pris une place considérable dans le gouvernement républicain, qui ont profité de la renaissance de l'État qui s'était complètement effondré au mois de juillet 1936, au moment du putsch et de la progression assez rapide des troupes franquistes sur le territoire espagnol, eh bien, les communistes donc profitent de la restructuration qui avait eu lieu donc à ce moment-là pour occuper les postes clés dans l'armée, au ministère de l'Intérieur, ce qui veut dire qu'ils occupent les postes clés donc dans la police et dans l'armée, c'est-à-dire là où se trouvent les forces de coercition et de répression. Par conséquent, les communes autogérées vont se voir bridées dans un premier temps par des décrets qui vont empêcher toute initiative des ouvriers, puis très rapidement, ces collectivités autogérées vont devoir subir donc plus seulement des actes législatifs, des actes donc politiques, mais vont connaître la répression. Vont connaître la répression des forces armées. Il va y avoir une véritable répression donc de toutes ces communes qui vont, par exemple en Aragon, être complètement détruites. Alors que, ne l'oubliez pas, nous sommes en pleine guerre civile contre les franquistes, mais c'est au sein même des républicains que se situent ces guerres fratricides. Le Parti communiste espagnol avait éliminé le POUM, c'est-à-dire le Parti ouvrier unifié marxiste, qui était anti-stalinien, mais qui n'était pas trotskiste, comme on l'a trop souvent dit. Le Parti communiste également, qui était espagnol, qui en fait était téléguidé par Staline depuis Moscou, dans le cadre d'une Comintern, avait plutôt le Parti communiste d'Union soviétique, avait chargé Togliatti, son délégué, d'éliminer les anarchistes du gouvernement, et des milliers d'anarchistes se sont vus donc emprisonnés par les communistes. Et là, il y a quelque chose d'étonnant, mais qui s'explique par le rapport de force au sein du gouvernement républicain, c'est que
les instances dirigeantes, et vous voyez une fois de plus qu'il s'agit d'oxymore dans ce cas, dirigeantes des organisations anarchistes, loin de défendre leurs militants, vont les critiquer, que ce soit donc au sein des dirigeants de la FAI, donc de la Fédération anarchiste ibérique, ou au sein de la CNT, donc la Confédération nationale du travail, qui est donc le syndicat anarchiste. Dès le début de l'année 1938, la CNT est remise au pas par les communistes, parti communiste qui d'ailleurs va s'effondrer lui aussi après les anarchistes, et on peut dire véritablement qu'en 1938, le parti communiste, vers le mois d'octobre, est complètement en loc. Il était déjà, vous savez, déjà un peu plus tôt, mais enfin en 1938, à l'automne, il est complètement en loc, et on peut dire que les jeux sont faits. C'est en avril 1939 que Franco proclame la fin de la guerre civile et que la révolution est officiellement terminée, mais c'est la fin de la guerre civile, si vous voulez. Maintenant, je vais passer aux conclusions. Parce que vous avez bien compris que mon objet, ce n'était pas la révolution russe et ce n'était pas d'autre part la révolution espagnole, c'était la place de l'anarchisme dans ces deux révolutions. Alors on va faire un parallèle. Dans la première révolution, la révolution russe et ce qui se passe en Ukraine, entre 1917 et 1921, là, on voit vraiment une scission très nette entre ce qui se passe dans les villes et ce qui se passe dans les campagnes. Ce qui explique en partie le succès de Makhno dans les campagnes, qui était lui-même un paysan, c'est le fait que les bolcheviks ne sont pas parvenus à s'implanter dans les campagnes. Le parti bolchevique, c'est un parti dont la révolution s'est produite dans le monde ouvrier, dans le monde industrialisé, dans les grandes villes, Moscou, Saint-Pétersbourg, devenu Pétrograd, Odessa, où la concentration des ouvriers était très importante dans les usines. C'est le point de départ de la révolution russe. Makhno, de son côté, et c'est son péché, d'un point de vue rétrospectif, c'est que Makhno, lui, ne s'intéresse pas vraiment aux ouvriers. Il ne s'intéresse pas vraiment aux ouvriers. Effectivement, on peut dire qu'il y a eu des échanges, mais rien d'autre que des échanges entre les collectivités rurales et les ouvriers des villes, mais on peut dire qu'en gros, pour simplifier, caricaturer, que les villes étaient communistes sous l'emprise du parti bolchevique, alors que dans le sud de l'Ukraine, les campagnes étaient anarchistes. Mais il n'y a pas eu véritablement de porosité. Ces deux mondes ont été imperméables l'un à l'autre. On a vu au contraire que dans la révolution espagnole, cette révolution espagnole qui en fait se produit véritablement au moment de l'effondrement de l'État espagnol, donc au mois de juillet 1936, eh bien on voit que là, au contraire, il y a eu convergence des luttes entre, d'une part, les ouvriers dans les usines, en particulier donc en Catalogne et dans les Asturies, et d'autre part, les paysans qui vont mettre en place l'autogestion sous des formes diverses d'ailleurs, parce que par autogestion, il ne faut pas imaginer du tout une uniformité.
puisque c'est chaque communauté qui volontairement s'inscrit dans cette ligne libertaire. Et encore, à l'intérieur de chacun des villages, chacun était libre d'adhérer ou de ne pas adhérer à ce système. Rien ne s'est fait sous la contrainte. Je parle dans le système d'autogestion. Maintenant, il y a eu des débordements des deux côtés, on est bien d'accord. Il y a eu des prêtres assassinés par des anarchistes. Bon, je ne veux pas nier tout cela, bien entendu, hein, c'est même très important. Mais, en tout cas, sur le plan de l'organisation économique et sociale, et donc même politique, c'était sur base du volontariat que ces communautés étaient autogérées. Et l'autogestion pouvait prendre deux formes différentes, soit la forme collectiviste, soit la forme du communisme intégral. Quelle est la différence entre les deux? La forme collectiviste signifie que l'on met en commun les outils nécessaires à la production agricole, mais que les terres peuvent être, comment dirais-je, occupées par des paysans qui ont leur propre terre, hein, qui ont leur propre terre, parce que la manière dont tout cela s'est fait, c'est que dans un premier temps, mais ça s'est fait de la même manière en Ukraine d'ailleurs, dans un premier temps, il s'agissait avant tout d'exproprier ces aristocrates ou ces grands propriétaires fonciers, dont beaucoup ont fui d'ailleurs à ce moment-là, dans le cadre des fermiers, mais de devenir propriétaires de la terre qu'ils louaient, et pour les journaliers, c'est-à-dire ces ouvriers agricoles saisonniers, de prendre possession d'une terre, soit individuellement, soit collectivement. Dans le cas, donc, je vous dis, du communisme intégral, communisme libertaire de type kropotkinien, ce que défendait également Malatesta, là, il s'agit d'un système beaucoup plus, comment dirais-je, où là, toutes les terres appartiennent à tout le monde, tous les outils de production appartiennent à tout le monde, et donc on n'a pas de, comment dirais-je, d'emprise sur le lopin de terre, parce que la communauté rurale l'a décidé ainsi. Donc vous voyez qu'un certain nombre de choses peuvent être vues comme étant des points de convergence ou de divergence entre ces deux révolutions. Dans les deux cas, le Parti communiste a eu un rôle essentiel, que ce soit dans la révolution russe ou dans la révolution espagnole, ces deux partis étant des partis étatistes, alors que les anarchistes sont contre toute forme de coercition, tout ce qui peut y ressembler, et sont donc anti-étatistes. Il me reste à vous montrer maintenant quelques livres. Alors, tout d'abord vous commencez avec la Russie. Tiens. Alors, des petits ouvrages qui sont pas mal faits aux éditions Complexes, c'est une collection qui date maintenant de 20 ou 30 ans, mais enfin, il y a de très bonnes choses, oui, 20-30 ans. Dans la collection La mémoire du siècle, 1905, la révolution russe manquée, de François-Xavier Coquin, qui était professeur donc au Collège de France et qui avait la chaire du monde russe moderne et contemporain. Sur le problème national en Ukraine et des rapports entre les Ukrainiens et les Russes, en gros depuis le XVIIe siècle, vous avez le petit livre, mais qui comprend des documents et des éléments du dossier sur le plan historiographique de Roger Portal, Russe et Ukrainien, dans la collection Questions d'histoire chez Flammarion. Je poursuis. Pour la révolution russe, Marc Ferraud, la révolution de 1917, chez Albin Michel, c'est un gros pavé, puisqu'il comprend 1000 pages. Alors, puisque je suis chez moi, je dispose de ma bibliothèque, j'ai profité également pour relire certaines pages de l'histoire du Parti communiste bolchevique de l'URSS,
précis rédigé par une commission du comité central du Parti communiste de l'URSS et approuvé par le comité central du Parti communiste, etc. Donc vous voyez que rédigé par une commission approuvée, ça ressemble tout à fait au processus de l'Église catholique. Vous avez l'imprimatur. Alors, j'ai ici une édition en français, bien sûr, traduction, de Moscou 1947. Alors vous imaginez bien qu'il s'agit de tout sauf d'une histoire objective. C'est une histoire pro-domo écrite par des communistes, par des dirigeants communistes, et dans cette histoire sont éliminés, bien entendu, tous les éléments dérangeants qui ne participent pas de cette vision politique des vainqueurs. Alors, de Nicolas Werth, qui est vraiment, lui, un anticommuniste, chez Hachette, la vie quotidienne des paysans russes de la Révolution à la collectivisation de 1917-1939. Si je vous montre cet ouvrage-là, c'est qu'il existe évidemment des centaines d'ouvrages sur la Révolution russe en français, mais cet ouvrage s'intéresse plus particulièrement aux paysans, et vous avez vu que les paysans ont quand même joué un rôle important en Russie. Même chose de Chantal de Crisenoy, Lénine face aux moujiks, donc face aux paysans, publié dans la collection L'univers historique au Seuil. À nouveau, aux éditions complexes, dans la collection La mémoire du siècle, je vous ai montré un ouvrage de François-Xavier Coquin tout à l'heure, 1917-1921, Makhno, La révolution anarchiste de Yves Ternon. Vous voyez, j'essaie de vous montrer quelques ouvrages, en tout cas ceux-ci, des ouvrages très élémentaires, de la bonne vulgarisation, et qui permettent d'aborder le sujet sans tomber directement dans la littérature d'érudition et scientifique. De Henri Arvon, toujours dans la même collection, 1921, La révolte de Kronstadt. Alors, 1936, toujours la même collection, d'Émile Thémines, 1936, donc, la guerre d'Espagne commence, et vous avez en couverture donc une affiche avec le célèbre mot qui a été prononcé en juillet 1936 depuis le balcon du ministère de l'Intérieur par la Pasionaria, donc Dolores Ibárruri, no pasarán, les fascistes ne passeront pas. Alors, je regarde si j'ai encore des choses à vous montrer, ça c'est déjà fait. Alors, un numéro très récent, puisqu'il date de septembre 2006, c'est le numéro 427 de la revue L'Histoire, donc ça date d'il y a 1 mois et demi, 2 mois, consacré à la fin des légendes, guerre d'Espagne, pourquoi la République a perdu. J'ai dit.